Bonjour à tous. Je suis Emmanuelle Pierregain, présidente de Tandem Comme Santé. Et j'ai de nombreuses années derrière moi dans un grand groupe que personne ne connaît, qui est Orange, et qui s'est occupé justement de cyberdéfense. Et alors, Pierre? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Barrel, moi je suis consultant au sein du cabinet d'Auchas Consulting. J'ai aussi quelques années derrière moi, à peu près 25, à la fois dans un grand CHU, dans le plus grand, et puis chez des opérateurs institutionnels de type GRAD ou gros GIP, hébergeurs de données de santé. Alors, le thème qu'on va aborder lors de cet atelier, donc, il s'affiche la cybersécurité, pierre angulaire du développement pérenne du numérique. Alors, qui dit effectivement numérique dit confiance. Oui, et nous l'avons entendu depuis ce matin, Emmanuel, hein, l'innovation passe par l'adoption de nouvelles pratiques, de nouveaux outils numériques. Et cette adoption pose clairement la question de la confiance. La confiance des patients, des soignants, des établissements, dans des outils numériques qui touchent ce que nous avons de plus sensible, la donnée de santé. Et que se passe-t-il si le système d'information n'est plus disponible ou si les données ne sont plus protégées? Voilà, donc, et en ce moment, on a des raisons d'être inquiets, hein. On a regardé le très sérieux rapport du CERT qui, en fait, atteste qu'il y a une augmentation des incidents de sécurité, hein, de l'ordre de 29%. Donc, qui dit incident de sécurité, dit à la fois vol de données et cyberattaque. Donc, la situation peut être préoccupante, et pour ça, pour débattre justement de ce thème d'actualité, on ne va pas rentrer tout de suite dans les données géopolitiques, mais on pourrait y penser, nous avons des experts qui ont accepté de débattre avec nous. Alors, nous avons Estelle Nico, qui est responsable, donc qui est l'agence du numérique, qui représente l'agence du numérique en santé, et plus particulièrement responsable du programme CARE. Et Estelle nous expliquera en quoi consiste le programme CARE. Nous avons à ses côtés Jacques Hubert, DSI du GHT Moselle-Est. Et donc vous êtes en charge de l'ensemble du numérique et du développement au sein de votre établissement. Nous avons également Philippe Maillère, directeur général du GIP Aucantis, qui, entre autres, travaille avec Jacques, mais pas que, voilà, sur pas mal d'établissements de santé. Léo Gonzalez, vous êtes cofondateur et directeur général de Devancy, qui fait partie maintenant d'Adista. Inhérent à Adista. Et, donc, voilà. Et à vos côtés... On ne peut pas traiter ce sujet-là sans parler du cadre juridique. Donc, nous avons invité Maître Braque de la Perrière, qui est en charge, qui est avocate spécialisée sur tout ce qui est santé et santé numérique, dans le cabinet Field Fisher. C'est ça, Marguerite? Voilà, donc une experte juridique dans la santé numérique, ça s'imposait. Donc, on va commencer par une représentante de l'État, hein, parce que c'est bien de constater que pour l'instant, moi je vous ai donné quelques chiffres, mais il faut aller dans le cœur de l'observation de la situation. Alors Estelle, quelle est la situation? Est-ce qu'elle est si catastrophique que ça? On va commencer comme ça, au niveau justement des incidents et également englobant les cyberattaques. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc sur ce sujet, je vais reprendre des chiffres de mes collègues du CERT Santé que vous avez cités tout à l'heure. Il y a bientôt le rapport 2025 qui va paraître sur le site de l'ANS. Donc vous avez dit une augmentation des incidents. En 2024, on était à 749 précisément incidents. Je ne vais pas dévoiler tous les chiffres 2025, je vous laisserai aller voir le rapport qui va être publié prochainement. Mais pour l'instant, sur 2025, on sera un petit peu moins de 800 incidents déclarés, donc une augmentation sur les incidents dans les établissements de santé. Mes collègues ont fait 71 interventions en appui technique auprès des incidents. Ils sont vraiment à l'écoute. Ils vont dans les établissements. Ils sont auprès des établissements qui en ont besoin suite à des incidents. À noter que sur les incidents 2025, on a une augmentation des incidents d'origine malveillante, puisqu'on était à un peu plus de 40% en 2024. Et là, sur 2025, on est à un ratio de 50-50 entre les incidents d'origine malveillante et les incidents d'origine non malveillante.
Et ce qui est à noter aussi sur 2025, ce qu'ils vous détailleront dans ce rapport, c'est une forte augmentation des vols d'identifiants. Bon, donc c'est pas très brillant, quoi. C'est pas hyper rassurant, quand même. On a encore du travail dans les établissements. Côté établissement de santé, Jacques, quelle est votre vision, votre constat sur le terrain? Alors le constat, effectivement, c'est que heureusement qu'il y a le programme CARE, qui est un appui. Et je dirais que au-delà du programme, ça doit être considéré vraiment comme un axe stratégique qui doit faire partie d'une gouvernance. Alors souvent, la difficulté, c'est le positionnement. Alors je le dis en préambule, mais c'est souvent le positionnement entre ce qui relève un peu historiquement de l'IT, de ce qui est aujourd'hui maintenant une problématique de gouvernance et qui met en lien direct les directions générales. Et c'est cet effort aujourd'hui qui est vraiment à conduire pour cette prise de conscience. La situation, pour la relater à travers un exemple qui peut paraître banal comme malveillance, et peut-être aussi à l'appui de l'IA. Vous savez, donc, on a souvent des usurpations d'identité ou de l'attaque au président. Voilà, j'ai un exemple concret, pas si vieux que ça, où on reçoit un beau mail très bien fait, là où avant c'était tapé à deux doigts avec plein de fautes. Maintenant, je pense avec l'IA, vous avez des textes très persuasifs, l'ingénierie sociale faisant le reste. Vous avez les affaires médicales qui reçoivent un mail en disant moi, chirurgien, je suis en train de changer de banque, et puis comme il y a bientôt la paye, il faut se dépêcher. Et faites en sorte qu'il n'y ait pas de retard dans mon virement. Donc forcément, alors quand je dis forcément, c'est entre parenthèses, les affaires médicales agissent rapidement, font le changement de banque, sont contents, ils ont fait le job rapidement. Et puis, une semaine après, vous avez le chirurgien, le vrai cette fois, qui appelle les affaires médicales et dit « Mais c'est bizarre, je n'ai pas eu ma paye, que s'est-il passé ?» Et donc voilà, on est dans ces contexte, c'est d'une simplicité, c'est très simple et en même temps c'est c'est redoutablement efficace, puisque c'est en quelques secondes pour fabriquer un mail et arriver à voler de la donnée, usurper de l'identité. Voilà, donc ça c'est un exemple concret, somme toute assez banal. Dire aussi que bien sûr les établissements travaillent sur des exercices de crise, et le travail que l'on fait aujourd'hui montre qu'on est encore peut-être un petit peu trop dans la méthode, la pratique, et qu'il manque en fait un exercice sur la durée. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne mesure pas le comportement humain, le stress qui sont inhérents à la gestion de ces situations de crise. Ça, je trouve que c'est encore un manque, mais peut-être aussi que c'est lié au palier de maturité que chaque établissement, c'est peut-être propre aussi à chaque établissement, à chaque GHT. Philippe, justement, vous c'est votre vie de tous les jours. Vous accompagnez des établissements de santé comme celui de Jacques Hubert, où vous voyez un certain nombre de choses. Quel est votre retour terrain aussi ? Moi, j'ai une double expérience. J'ai été assez longtemps dans les hôpitaux, et voilà, mais des années avant 2020, avant d'arriver sur cette fonction de directeur général de Cantis, donc un GIP, le directeur d'exploitation de la PHM et du GHT. Je recoupe ce que vient de dire Jacques. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique a une particularité. C'est-à-dire que le numérique est partout dans notre vie, dans notre quotidien. Et les gens ont l'impression que ce qu'ils peuvent vivre au domicile, ils peuvent le vivre effectivement dans leur milieu professionnel. Donc il y a un mélange des genres qui n'est pas bon du tout. Après, je pense qu'il y a une prise de conscience, alors qui n'est pas si vieille que ça, de la part de l'État, de se dire à un moment donné, il faut structurer le numérique, pas que dans la sécurité, mais il faut avoir une vraie stratégie par rapport à ça, de ce que doivent produire les établissements, les acteurs de soins, puisqu'on parle de la santé. Donc ça, je crois que c'est une bonne chose. Sauf que, toujours pareil, c'est d'où partons pour aller où. Et je crois que ce qui n'a pas été évalué tout à fait correctement, c'est le point de départ. Pour avoir vécu dans différentes structures, on part de très très loin pour différentes raisons, parce que le numérique, c'était évoqué ce matin dans une réunion, là, dans une table ronde par un médecin, par un professeur, qui disait qu'effectivement, les Américains, eux, ils sont au quotidien du numérique, c'est très naturel dans leur comportement. Chez nous, ça ne l'est pas du tout. Donc ça pose effectivement une première question de, quand on est confronté à des problématiques de cette nature dans l'entreprise, c'est comment on donne corps à ça dans l'entreprise, et comment on donne une réalité aux choses. Parce que c'est bien beau de dire, on a
Alors, un RSSI, on a des gens formés, on a des outils, etc. Ce n'est pas seulement suffisant. C'est un élément de départ pour faire quelque chose, mais quelle cible on veut atteindre et au travers de quelle trajectoire. Et puis après, il y a effectivement cet élément culturel aussi au niveau des établissements où, tu l'as dit, hein, c'est une vraie gouvernance. C'est-à-dire que on peut quand même estimer que le fonctionnement de la sécurité du système d'information dans les structures, c'est au même titre que le fonctionnement des urgences, qu'un plan blanc dans l'hôpital, quand malheureusement il y a un drame, il faut que les équipes se mettent en mouvement. Mais la différence numérique par rapport à ça, c'est que les soignants, puisqu'on parle d'eux, sont rompus à ces exercices-là quelque part. Même si, et tu l'as souligné à juste titre, hein, il y a forcément un élément de stress. Le stress, on sait tout ce que ça veut dire. Je pense que là, on est en train de vous parler. Je pense qu'il y a un peu de stress qui va partir au fil du temps, qu'on va prendre notre place. Mais c'est aussi un élément qui est très très important. Et le soignant, quand effectivement il est confronté à un dysfonctionnement informatique où il n'a plus accès à son DPI, il n'a plus accès aux résultats de laboratoire, il ne peut pas faire les entrées, il faut avoir des numéros dégradés, où sont les planches d'étiquette, etc. Enfin, ça crée un espèce de second chaos, d'accord? Et c'est là où tout déraille en règle générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on est capable d'appliquer les procédures assez rapidement parce qu'elles sont simples, elles sont bien pensées, elles sont dans l'efficacité et dans l'efficience, soit effectivement on a réfléchi plutôt en essayant d'être plus parfait que lorsque le système est opérationnel. Et là, effectivement, il y a une vraie dérive. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense qu'on en parlera, il faudra qu'on en parle, je pense. Il y a le problème du quotidien des uns et des autres qui pensent on a une clé USB. Alors, voilà, mon fils est à la fac ou je sais pas où, je vais quand même éditer les documents. Et puis alors si on a bloqué les ports USB, bah, ça veut dire que ça crée un espèce de chaos interne parce que le praticien, les soignants ne comprennent pas pourquoi. Parce que la sécurité, c'est à la fois un problème d'éducation, hein, mais d'éducation au plus jeune âge. C'est comme, je dirais, la nutrition d'ailleurs, hein, c'est un problème d'éducation au plus jeune âge. Donc il faut que les gens soient éduqués en disant, voilà, je ne peux pas faire ça parce que c'est dans l'intérêt de ma communauté, de mon exercice professionnel et des gens que je vais, entre guillemets, que je vais soigner. Donc l'équation, elle est effectivement assez compliquée, mais on voit une recrudescence de ces phénomènes d'attaque. Alors à la fois parce que, bah, quelque part, on va dire les voyous en col blanc, les grands banditistes, les grosses organisations mafieuses, on considère aujourd'hui que c'est quand même plus facile d'aller chercher de l'argent en bloquant des systèmes d'information et c'est moins risqué pour eux en termes de peine, hein, voilà, de droit, parce qu'il faut leur courir après. Quand ils sont à l'autre bout de la planète, c'est forcément très très compliqué. Puis après, il y a les problèmes géopolitiques. On sait aujourd'hui pertinemment que, je prends l'exemple tout simple, mais les établissements qui aident l'Ukraine aujourd'hui parce qu'on leur donne du matériel, etc., ben malheureusement, ils ont quand même ils ont plus de problèmes que l'établissement qui n'a pas fourni d'aide effectivement médicale à l'Ukraine. Donc on est confronté à un système qui n'arrête pas de monter en puissance et où avoir la maîtrise de ça d'un point de vue technique, en termes d'urbanisation, est quand même très très compliqué parce que derrière, ça veut dire aussi des compétences. Et nous, comme les autres, alors on a un GIP, on est une entreprise à part entière, etc. Mais trouver des compétences qui sont en maîtrise de ces sujets-là et qui sont capables de vous emmener sur une trajectoire pour assurer justement ce qu'on disait tout à l'heure, la pérennité d'un système, bah, ce n'est pas une chose très très évidente. Et puis, je ne parle même pas de la partie financière, parce que ces gens-là, il faut les payer. Les outils, il faut les payer. Puis après, il y a le problème de la souveraineté qui est encore une autre problématique. Léo, de votre côté, vous qui êtes un expert spécialisé vraiment dans le domaine de la cybersécurité, c'est quoi vos constats aujourd'hui, et spécifiquement avec vos clients du secteur santé? La réponse que je donne régulièrement, c'est qu'en fait, la santé ou les autres secteurs, c'est à peu près pareil en cyber. C'est comme dans n'importe quel engin mécanique, on a toujours les mêmes problèmes, on a toujours les mêmes composants principaux. Là où on va avoir des spécificités légères sur la santé, ça va être les dispositifs médicaux éventuellement et le fonctionnement qu'on peut tolérer ou pas en dégradé. Pour donner un exemple concret, on va vendre, nous, des services de SOC, donc de sécurité managée. Pour des établissements de santé, on peut avoir des procédures légèrement différentes de ce qu'on aurait pour un aéroport, par exemple. Dans un aéroport, si on a un doute, on coupe tout. Il n'y a vraiment pas de sujet. Ils ont 3 systèmes informatiques isolés. Dans un système de santé, on va essayer d'avoir des actifs et des classes d'actifs, de serveurs, de systèmes, où on nous dit, et c'est validé en amont, là, même s'il y a une cyberattaque, on parlait tout à l'heure de résultats d'analyse, par exemple sur des urgences, sur des automates, sur des scanners, des IRM, peu importe, on nous dit, même si vous êtes certain qu'il y a un malware, donc un virus, on va dire, dessus, ne coupez pas, parce que dans ce cas-là, on préfère que vous nous laissiez 30 minutes de plus pour finir une analyse, peut-être qu'elle sera compromise, donc on préfère avoir l'alerte, mais on préfère laisser, on va dire, l'avion atterrir en feu, plutôt que de dire on essaye d'éteindre l'incendie tout de suite. C'est des rares secteurs où on peut... Qu'est-ce qui est le mieux quand on vous dit ça, vous, votre regard? On le comprend tout à fait, parce que c'est aussi un monde dans le médical, en tout cas pour les établissements, où il y a
on en parlait tout à l'heure, des plans blancs, il y a des gens qui sont plus ou moins rodés à la crise et travailler dans des conditions dégradées. Et en cyber, malheureusement, quand on parle de crise cyber, ce n'est pas une crise cyber, c'est une crise d'origine cyber. C'est juste un événement cyber. Et encore tout à l'heure, quand on prenait l'exemple du changement d'IBAN pour un praticien, c'est de la cyber sans être de la cyber. On pourrait même imaginer le même modèle par courrier sur un traitement d'il y a 50 ans où on faisait ça sur des cartes perforées. Et donc là-dessus, la cyber aujourd'hui se retrouve mécaniquement partout, parce que le numérique est partout, donc la cyber est partout. Et ça a été dit, alors moi pour le coup j'ai même fait une partie de mes études aux États-Unis et j'ai un peu le côté anglo-saxon peut-être, mais oui c'est peut-être plus technophile, technologique, mais ça ne va pas régler le problème d'avoir même un jeune de 20 ans qui est super technophile, parce que lui au contraire il va essayer de contourner le système peut-être plus facilement, où il n'aura pas les mêmes problématiques. Donc en fait à la fin la conclusion c'est pas parce que c'est de la santé que la cyber doit être faite différemment, à quelques rares exceptions près, et par contre c'est ce sujet de gouvernance, alors que nous on vend plutôt de la technique en réalité. On peut résoudre énormément de choses par la technique, mais s'il n'y a pas une décision qui vient d'en haut, qui assume les budgets, les équipes et aussi les choix stratégiques, j'accepte tel risque, je m'assure contre tel risque, ou j'ignore le risque parce que je l'accepte tout simplement, on n'avancera pas. Et malheureusement, on le voit, et en préparant cette table ronde, on va dire, j'avais eu l'idée de dire on va faire une petite démo, je vais vous montrer en 3 minutes ce qu'on peut trouver sur Internet. Bon, en 30 secondes, on avait trouvé tous les trucs de la PHP. Les mots de passe en clair, les praticiens, enfin c'est fou ce qu'on peut trouver. Et j'ai cité APHP parce que c'était le premier que j'ai testé. Et donc les gens ne réalisent pas aujourd'hui qu'on part de... On court en 100 mètres en partant des gradins. Donc comment on fait pour aller gagner la course? Ça va être très très compliqué. Et comme aux 100 mètres, sauf qu'on imagine qu'on a un lion qui court derrière nous, le but c'est pas forcément d'être premier, mais c'est surtout de ne pas être dans le pack de fond, parce que c'est les autres qui probablement auront les incidents avant nous. Donc si déjà on fait des efforts, on va régler beaucoup de problèmes. La technique peut régler plein de problèmes, mais s'il n'y a pas une gouvernance forte, et malheureusement, et je terminerai là-dessus, c'est peut-être comme la sécurité incendie, si vous regardez autour de vous, je pense qu'il y a des capteurs partout, il y a des systèmes d'extinction, il y a des petits panneaux pour les extincteurs, et si vous n'êtes pas aux normes dans un bâtiment ou dans un hôpital, les normes ERP pour recevoir du public, vous n'ouvrez pas. Alors à part en Suisse, visiblement dans les boîtes de nuit, mais dans ce cas-là, il y a une responsabilité pénale et l'autre, il était en garde à vue. Aujourd'hui, pour la cyber, c'est très très rare que ça aille plus loin quand quelqu'un est même 100% responsable, que volontairement, pour faire transpirer son bilan et avoir une promotion en disant j'ai fait économiser 8 millions à mon établissement, ne met pas en pratique la cyber. Donc on commence à voir l'ANSSI, certains établissements et certaines règles, NIS 2 et UCS sur le niveau européen qui bougent, mais il n'y a pas assez non plus de... Malheureusement, sur la sécurité incendie, tant qu'il n'y avait pas le bâton, personne ne le faisait. Aujourd'hui, pour la cyber en santé, je pense qu'on est arrivé malheureusement à ce constat-là. Donc ça veut dire, si on se résume, hein, si on vous suit, en fait, tout ce qui est cybersécurité n'est pas une question uniquement d'informaticiens. C'est l'affaire de tout le monde dans un établissement de santé avec une forte responsabilité de la part de la gouvernance. Exactement. La gouvernance et le DSI qui, pour moi, a aussi une très forte responsabilité de faire porter la voix. Parce que ceux qui sont au-dessus de lui, je prends l'exemple de certains hôpitaux, des directeurs d'hôpitaux, des maires de métropole qui vont être sur des CHU ou dans certaines réunions, n'ont pas la compétence. Parce que la cyber et le numérique n'est pas une compétence dont on, à part peut-être ici à Station F, ça serait peut-être l'exception, dont on demande d'un dirigeant qu'il soit compétent. On lui demande la fiscalité, le droit, le commerce, de la stratégie, mais jamais ou très rarement du numérique et de la cyber. Donc il doit se reposer sur un DSI, un RSSI, un CISO, peu importe. Mais si cette personne n'a pas aussi une voix qui porte assez, et j'ai envie de dire des fois qui prend ses responsabilités pour un peu taper du poing sur la table, ça ne bouge pas. Et on a, malheureusement, nous on le constate très souvent quand c'est trop tard, on intervient en gestion de crise également, on se rend compte que oui, la faute c'est l'attaquant. Mais clairement, c'est comme si vous confiez des sous à votre banque et que la banque que vous avez choisie n'est pas de coffre-fort et ne ferme pas ses portes la nuit. C'est peut-être un peu la faute de la banque aussi de ne pas avoir assez sécurisé ses deniers. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une prise de conscience quand même accrue ces dernières années Jacques, vous qui avez donc un directeur d'établissement, est-ce que vous percevez une meilleure compréhension de ces enjeux, que ce soit dans votre établissement ou dans d'autres avec vos confrères? Oui, en tout cas, il y a
réelle prise de conscience, on le mesure, et on parle un petit peu budget, on le mesure à travers les budgets qui sont consacrés non pas simplement au système d'information, mais tout ce qui est relatif à la sécurité, à la cybersécurité. Donc ça, il y a une vraie prise de conscience, mais on est encore un petit peu au début, je crois que c'était largement souligné, que la gouvernance aujourd'hui n'est pas encore à niveau, et je pense qu'il y a une nécessité de formation, de sensibilisation, et puis aussi trouver des organisations. Je reprends un exemple, dans les guides, on dit, ben voilà, il faut mettre des référents dans les pôles, dans les services, pour qu'il y ait des relais sur la sécurité. Sur le papier, c'est très très bien. Sauf que, en fait, on constate que ces relais sont toujours les mêmes, le cadre. Donc le cadre, il était déjà en caricature spécialiste du planning, et on lui dit, bah, tu vas être référent sécurité, tu vas être référent truc. Et donc, à un moment, on a des relais, on sait que c'est important, mais certainement, ce ne sont pas forcément des relais très efficaces. On passe du temps à la sensibilisation, et là aussi, je ne suis pas certain qu'à chaque fois, la sensibilisation et les actions qui sont conduites sont vraiment faites pour toucher un maximum de personnes. Par contre, c'est comme dans le cas d'un audit HAS, les auditeurs, ils ont toujours la bonne capacité à trouver la personne qui n'a jamais entendu parler de rien. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, il y a quand même des solutions. Hein. Déjà, des solutions au niveau de l'État. Donc, Estelle, l'État a mis en place un programme CARE. Donc, en quoi il consiste déjà? En quoi il consiste ce programme? Alors, le programme CARE, c'est un programme qui a été lancé fin 2023, qui est piloté par la délégation au numérique en santé avec l'Agence du numérique en santé. C'est un programme qui est co-construit avec tout notre écosystème. Il y a des représentants régionaux, les ARS, les grades, des représentants des fédérations, des représentants d'établissements. Il a été lancé dans le but de répondre aux questions qu'on vient d'évoquer, déjà que les établissements se préparent à réagir en cas d'une cyberattaque. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément tout arrêter d'un coup de baguette magique. Donc, comment faire pour assurer la continuité des soins? Comment l'établissement peut être mieux préparé? Jacques a parlé des exercices de crise. On a financé des campagnes d'exercices de crise via les régions pour que les établissements se préparent, sachent mieux réagir, qu'il y ait une coupure moins longue, qu'il y ait moins d'impact sur les patients, sur les soins. Donc, il y a ces choses-là qui sont mises en place. On a parlé de sensibilisation. Il y a besoin de mutualisation de ressources. On sait qu'on manque de ressources des fois dans les établissements. Donc on a mis en place dans les régions des centres régionaux de ressources cyber qui sont portés par les grades et qui sont là en appui des établissements et qui vont mettre en place des accompagnements spécifiques selon les besoins des établissements de leur région. Il va y avoir énormément de campagnes de sensibilisation dans les établissements qu'on renouvelle. On sait qu'il y a du turnover dans les soignants, dans les administratifs, donc il y a besoin de renouveler tant la façon de le faire que faire différentes campagnes pour réussir à toucher tout le monde. On a mis en place des kits pour appuyer les établissements, pour réaliser les exercices de crise. En 2023-2024, c'est 80% des établissements sanitaires qui ont réalisé un premier exercice de crise pour voir qu'est-ce que ça fait d'avoir une crise cyber et qu'est-ce qu'on fait, et s'apercevoir que finalement, ce n'est pas quelque chose à gérer que pendant 2-3 heures, que ça peut être beaucoup plus long, et c'est là que peut apparaître le stress, parce que je pense que tout soignant sait quoi faire s'il y a une coupure pendant 2 heures, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça dure 2 jours, 3 jours, et qu'il faut penser à des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Derrière, les établissements commencent à travailler sur les plans de continuité et de reprise d'activité, parce que s'il y a une crise cyber qui dure comme ça sur un temps plus ou moins long, et qu'est-ce qu'on fait pour assurer la continuité des soins, surtout si on est un établissement de recours dans sa région, comment on s'organise avec les autres établissements, avec son ARS, son grade. Donc ça, c'est vraiment pour appuyer les établissements à se préparer. J'ai entendu aussi les questions sur la gouvernance. On a réalisé l'année dernière une étude de perception du coût d'une cyberattaque auprès de directeurs d'établissements pour voir si justement ils avaient ce sujet en visibilité. On va bientôt publier les résultats. On a eu beaucoup de réponses. On est très content du nombre de réponses qu'on a eues. Donc effectivement, je pense que c'est un sujet qui commence à rentrer. Le sujet est pris en compte par les directions.
On est peut-être encore au début, on a encore du travail pour sensibiliser tout le monde, mais c'est un sujet qui est d'actualité, je pense, pour les établissements. Et au niveau du programme, quelque chose qui est aussi une autre actualité, on a parlé de sensibilisation, d'un appui, il y a besoin d'argent, donc on a mis en place des appels à financement à destination des établissements sur des thématiques qui ont été définies avec les experts, nos collègues du CERT Santé, avec l'ANSSI, avec nos référents régionaux. Il y a eu un premier appel à financement sur les annuaires techniques et l'exposition Internet qui s'est terminé en juin dernier. Les premiers résultats, les premiers bilans montrent que les établissements ont vraiment travaillé et qu'il y a une amélioration sur ces annuaires techniques et sur les vulnérabilités critiques qui sont en baisse sur l'exposition Internet. Donc pour nous, il y a un vrai intérêt d'avoir mis en place cet appel à financement puisqu'il y a un impact sur les établissements. Le deuxième appel à financement est en cours et concerne la continuité d'activité et la sauvegarde. Et derrière, on continue de travailler toujours avec les établissements, avec tout notre écosystème. On a un troisième appel à financement qui va sortir sur les accès distants. On travaille déjà sur la suite. Et là, on parle d'établissements sanitaires. Nous aussi, on a la volonté d'accompagner les ESMS parce qu'ils sont souvent à un niveau de maturité qui est encore des fois un cran en dessous des établissements sanitaires avec des ressources encore des fois plus basses. Donc on veut accompagner ces structures. Ils sont déjà accompagnés par les centres de ressources régionaux cyber avec toujours les exercices de crise, de la sensibilisation, des diagnostics et on veut mettre en place un appel à projet spécifique pour ces structures. On espère le publier à la fin du premier trimestre. Donc vraiment, le programme CARE, ce qu'il faut noter, c'est vraiment cette co-construction avec tout l'écosystème pour répondre à tous ces constats qu'on a pu faire et qui remontent des établissements. Très bien, merci Estelle. Côté juridique, Marguerite, de quelles armes dispose un établissement pour à la fois se prémunir ou répondre à ces incidents de sécurité? Alors, je ne sais pas si on devrait parler d'armes ou d'obligations. Mais c'est vrai que ce que je trouve vraiment intéressant à tous vous écouter, c'est qu'on voit que à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du cours régional, les ARS, GIP, GHT, éditeurs, il y a une prise de conscience et une méthodologie finalement qui est mise en œuvre. Et en ce sens, comme d'habitude, en France, on est toujours un peu précurseur sur un certain nombre de sujets dans le numérique en santé. Donc au même titre qu'on avait fait nos EDS, nos entrepôts de données de santé, en préfigurant quelque part un EHDS plus tard, et là à nouveau on voit que CARE c'est une manière aussi déjà de mettre en œuvre des obligations qui relèvent de réglementation européenne. Et alors là c'est vrai qu'on est sur un enchevêtrement de textes que vous connaissez tous pour au moins deux noms. Et c'est pas toujours très facile de décrypter. Et moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est l'approche justement du gouvernement et des acteurs de le mettre en musique. Donc pour juste les présenter, vous connaissez tous le RGPD. Donc là, on parle de la sécurité de la donnée. Après, on a NIS 2, on parle de la sécurité des réseaux et des SI. Et après, on a le Cyber Resilience Act. Et là, on parle de la sécurité des produits, sans préjudice d'autres réglementations spécifiques du genre pour les dispositifs médicaux, etc. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'au niveau européen, donc on couvre toutes les couches, toutes les briques dans lesquelles pourraient se manifester des failles de sécurité et qui pourraient avoir des impacts, évidemment, ici, on parle du secteur de la santé. Et j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez relevé que ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des dirigeants qui ne sont pas forcément, dont ce n'est pas le cœur de métier, qui ne sont pas au fait de la sécurité. Et donc, parmi les obligations de ces règlements, notamment là je pense à NIS 2, on a effectivement une obligation désormais de prévoir que les organes de direction approuvent et supervisent les mesures de pilotage et de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, pour qu'ils approuvent et qu'ils puissent mettre en place les mesures, il faut qu'ils soient formés. Et donc, est associée une obligation de formation. Les membres de ces organes ainsi que toutes les personnes exposées au risque doivent être formés à la cybersécurité en fonction de leur degré d'exposition au risque. Donc, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il faut qu'on ait des acteurs qui soient décisionnaires pour pouvoir derrière mettre en œuvre les mesures qui sont adéquates.
De quelles mesures on parle? C'est des mesures sur lesquelles vous êtes tous évidemment très à l'aise, c'est-à-dire on est sur prévenir le risque, évidemment sur de la cyber-résilience, notifier les incidents, former, déployer une approche par les risques, évidemment. On est sur des gestions de crise, PCA, PRA, on est sur des principes que tout le monde dans les établissements maîtrise. Ce qui est intéressant, c'est évidemment que ces grands principes-là, ils soient transposés dans les lois nationales et puis ensuite déclinés comme on peut avoir dans des décrets, nous en France, notamment avec des référentiels ANSSI, que peut-être certains d'entre vous, parce que là on est sur des projets pour l'instant, mais avaient pu déjà appréhender. Donc on est sur un système en couche. Et ce qui est compliqué, c'est que l'ambition de Nice 2, c'était notamment d'éviter qu'il y ait une trop grande divergence entre les lois nationales et que du coup, finalement, il n'y ait pas une seule et bonne méthode commune à tous les différents États membres pour déployer la sécurité et la cyber-résilience, notamment au sein des établissements de santé, qui est un secteur dit hautement critique dans ces réglementations, évidemment, pour des raisons qu'on n'a pas besoin de développer. Et en fait, c'est là où ce dont on se rend compte, c'est que puisqu'on est sur un système, je fais un tout petit cours de droit, de directives et pas de règlements, il faut des lois de transposition. Et donc, comme on a des lois de transposition dans les États membres et qu'il y a une certaine marge de manœuvre ou d'interprétation, eh bien, on se retrouve avec des applications très différentes. Et donc, c'est là que, alors même qu'on n'a même pas encore en France transposé cette directive Nice 2 de 2022, qui devait être transposée avant octobre 2024, et pour laquelle, du coup, la France s'est fait réprimander, pour ne pas encore avoir transposé, donc pour les raisons politiques que vous connaissez, eh bien, on a très récemment un texte qui s'appelle CRA 2, donc Cyber Resilience Act 2, qui vient finalement un peu simplifier, harmoniser ce qui est prévu à la fois dans Nice 2 sur les systèmes d'information et les réseaux et dans Cyber Resilience Act sur les produits. Et qui vient essayer de, du coup, fusionner des mécanismes, par exemple, de notification des incidents, qui vient essayer d'harmoniser entre les États membres les obligations pour que, justement, on ait moins de divergences et que les États membres aient moins la faculté de prendre des règles différentes, ce qui va forcément dans le sens d'une généralisation de mesures, on va dire, de standards de marché qui seront efficaces et efficients. Donc c'est vrai qu'en ce sens, on a des réglementations qui sont quand même aujourd'hui suffisamment souples pour pouvoir ne pas contraindre et ne pas enfermer sur le plan technologique les mesures qui doivent être déployées, mais qui doivent quand même être suffisamment prescriptives pour qu'elles soient efficaces. Donc on est toujours dans cet entre-deux qui n'est pas évident. Et heureusement que du coup, on a des acteurs comme les gouvernements avec l'ANS et la DNS, des programmes CARE qui finalement viennent descendre en couche pour pouvoir accompagner avec la mise en œuvre, même si au niveau législatif, on n'a pas encore abouti puisque la loi n'est pas transposée. La directive n'est pas transposée. Merci Marguerite. Jacques, justement, donc on a ce que fait l'État, le cadre juridique, mais quelles sont les solutions au niveau de l'établissement pour vous, concrètement? Alors, les solutions, elles s'inscrivent en fait dans un portefeuille de projets. La difficulté aujourd'hui, c'est que en fait, on cumule un certain nombre de plans d'action. Beaucoup d'établissements, même s'il y avait une feuille de route certes raisonnable sur la loi HPST avec la convergence des applications, je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir compter un peu sur les doigts de la main tous les établissements ou groupements hospitaliers qui ont terminé cette convergence. Et donc, la réalité, en fait, elle est toute simple. On doit terminer la convergence. Des programmes nouveaux arrivent. Et c'est là, en fait, où on rappelle en fait, la force de la gouvernance, parce que ça va être de déterminer des priorités et dire, à un moment, certes, la convergence des systèmes d'information, c'était un axe fort. On aurait dû la terminer bien avant. Elle n'est pas terminée. Alors, faisons en sorte de sécuriser au maximum ce qui doit être sécurisé. Donc, voilà, je veux dire, le travail aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse travailler sereinement, en même temps se préparer aux situations de crise, eh bien, c'est de revoir
la vision du portefeuille en fait raisonnée, pratique, et surtout dans les solutions que l'on va pouvoir exposer, être extrêmement, voilà, je le redis, pratique, parce qu'il y a beaucoup de, en fait, les ingénieurs et techniciens aiment bien en fait des solutions parfois technophiles. Or, ce qui va payer, c'est la capacité à pouvoir les conduire. Or, la présence des ressources parfois clés ne seront pas toujours là au moment de la crise. Et donc, il faut pouvoir anticiper et préparer et faire en sorte que les solutions que l'on va construire rappellent ce principe. Je voudrais dire aussi que sur, sur ce côté convergence, on peut parfois, en fait, pour moi, ça amène par le changement des priorités d'une certaine manière à se reposer des questions. Quand on a mis en place cette convergence, on était sur des architectures au niveau des GHT relativement simples, en disant il y a un établissement support et basiquement tout doit reposer, alors pour des raisons parfois politiques, stratégiques, tout doit reposer sur l'établissement support. Ça, je pense que c'était la vérité d'hier. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte où on va mixer d'une part cet objectif de convergence, de continuité des soins, et aussi, donc ça veut dire la réponse au risque, est-ce que les choix d'architecture qui étaient préconisés au départ sont toujours les mêmes aujourd'hui? J'en suis pas certain, et je pense que de plus en plus, ça nous amène à réfléchir sur des architectures, certes hybrides, quand on va faire appel à un tiers comme au Cantis, mais aussi au sein des établissements, et peut-être aussi que pour des raisons de politique interne, parfois ça sera extrêmement intéressant de pouvoir répartir le système d'information, pas simplement entre la salle primaire et secondaire, mais peut-être aussi à travers différents établissements. C'est une gestion du risque à travers une répartition des risques. Philippe, dans cette vision où on augmente la résilience du système d'information du GHT, comment Aucantis a pu proposer une solution sur notamment le GHT Moselle? Pas que. Pas que. Non, je crois que ce qui est important, on l'a dit, dans ces situations qui sont très très particulières et qu'on ne vit, j'espère, que très rarement dans une vie professionnelle, enfin ça a été mon cas, mais quand ça arrive, c'est très compliqué. Donc ce qui me semble fondamental, c'est qu'on ait des choses simples, et qui permettent au système de continuer. Et puis après, je dirais, voilà, c'est un peu... la vie sportive, c'est comme le trail. Donc, quand on sera sorti du peloton, on allongera la foulée et puis on prendra la rythme, puis après on sera sur notre course. Donc là, c'est exactement la même chose. La première chose, c'est de sortir du peloton tranquillement, sans tomber, sans se blesser, sans perdre une course, sans perdre quoi que ce soit. Ça, c'est important. Donc l'objectif, nous, ça a été effectivement de s'inscrire dans cette logique-là et de se dire, si on veut que quelque chose soit simple et comprise, ce qui serait bien, c'est que les gens puissent l'utiliser au quotidien. Et que quelque part, quand ils vont switcher de l'environnement d'exploitation, eh bien, en toute transparence, ils se retrouvent sur un système effectivement qui est un système de backup. Et c'est effectivement comme ça qu'on a construit une suite qui s'appelle Safe Data, dans lequel effectivement on a un rôle qui est important, et je pense que c'est une vraie stratégie aussi que l'établissement doit avoir, c'est-à-dire que, tu l'as dit, on a parlé des problèmes budgétaires, des problèmes de ressources humaines qui sont aussi des problèmes budgétaires, on a parlé de la vision qu'ont les directeurs généraux de ces problématiques-là, qui souvent on ne les voit comme un coût de dépense, un puissant fond, des remarques au quotidien de la communauté hospitalière en leur disant ça ne marche pas, etc. Ça continue ça alors, malgré toutes les attaques. Enfin, je pense que moi je le dis de mon expérience personnelle, c'est qu'un système d'information hospitalière c'est quelque chose de très très compliqué et paradoxalement que vous soyez à la PHM, que vous soyez dans un établissement ou à Tulle, vous avez les mêmes problèmes parce que vous avez les mêmes besoins. Il vous faut des outils pour le laboratoire, il vous faut du biomédical, il vous faut de l'outil administratif, il faut pouvoir sortir les payes. Il y a toute cette même problématique-là. Et je pense qu'effectivement, quand vous dites à un directeur d'établissement, quel qu'il soit, sachant qu'il il reçoit le corps médical régulièrement, qui se plaint des dysfonctionnements du DPI, qu'ils n'ont pas les résultats de la ville, etc., lui dire que vous allez investir dans la partie sécurité, il voit ça comme un puissant fond quand même. C'est-à-dire que tous les ans, alors moi je l'ai vécu aussi en tant que directeur et je le vis aujourd'hui au sein d'Aucantis. Les gens qui sont chargés de la sécurité, il y a toujours quelque chose en plus qu'il faut faire. Il faut toujours rajouter quelque chose sur c'est les couches qui s'empilent à un moment donné, vous vous demandez comment ça va fonctionner. Donc ça, effectivement, c'est un vrai problème. Donc je pense qu'effectivement, il faut faire en sorte que, si on veut que les choses fonctionnent, il faut que les gens aient l'habitude d'utiliser l'outil
et que lorsqu'effectivement il bascule en situation de crise, effectivement, ce soit extrêmement transparent. Donc nous, l'objet effectivement de l'outil, on a essayé de répondre là aussi par palier, pas arriver avec un gros paquet voilà, qui va tout traiter de A à Z, ce n'est pas notre prétention. Mais en tout cas, c'est de dire qu'il faut que les données médicales soient accessibles pour que lorsque le patient arrive aux urgences ou en consultation, on puisse à minima le prendre en charge. C'est connaître un peu l'historique de la maladie, voir ce qu'on va lui préconiser, peut-être faire aussi une ordonnance à la main, peut-être saisir sur un formulaire très très simple de l'information qui sera stockée effectivement sur notre data center et qui sera restituée après de manière assez simple dans l'outil. Et c'est déjà ça, effectivement, je crois, une pierre extrêmement importante. Je pense que le piège de la sécurité, c'est de considérer que très rapidement, on va pouvoir, entre guillemets, mettre quelque chose qui sera analogue à ce qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Et ça, je pense que c'est une erreur. Parce que n'oublions pas qu'on parle des pannes longues. Je pense qu'aujourd'hui, les systèmes sont perturbés sur des pannes courtes. Et quand vous avez 3 heures, 4 heures d'interruption de service, c'est quand même très compliqué parce que vous avez un historique d'informations qu'il vous faut récupérer. Il y a aussi très simplement les problèmes de facturation qui vont se poser à vous. Et ça, effectivement, puis ça décrédibilise aussi l'établissement. C'est vrai que quand vous avez des patients que vous ne pouvez pas prendre en charge parce que le rendez-vous, vous ne savez pas qu'ils avaient rendez-vous à cette heure-là, et donc le médecin est incapable d'agir là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut essayer de construire. Et puis après, notre objectif, nous, c'est de construire les choses un petit peu au fil de l'eau. Et je crois aujourd'hui qu'une des façons de sécuriser aussi, mais tu l'as exprimé, hein, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les établissements, quelle que soit leur taille, n'ont pas les moyens techniques d'avoir effectivement l'ensemble des composants chez eux. Il faut impérativement de la réplication à l'extérieur. Ça me paraît fondamental. Mais on est encore là dans j'en parle en tant qu'ancien DSI, on est quand même dans une culture peut-être très franco-française de se dire, bon, tout est chez moi, c'est mieux que ce soit chez moi, etc. Donc ça aussi, c'est un principe sur lequel effectivement il faut agir, il faut développer cette partie-là en complément d'outils de façon à minimiser le risque. L'objectif, c'est le risque zéro n'existera pas, de toute façon n'existe pas, mais c'est de limiter effectivement le risque et de se dire qu'à un moment donné, parce que moi je l'ai vécu, hein, quand vous êtes au bloc opératoire, quand on vous appelle pour répondre à ce que vous disiez, on vous dit voilà, moi le patient est endormi, il est ouvert, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je referme ou est-ce que j'attends un petit peu le temps de vous savez, vous êtes dans une situation qui est quand même très 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 compliquée parce que derrière il y a aussi toute la partie judiciaire qui peut vous tomber dessus parce que le patient malheureusement c'est une chaîne. La question que j'allais poser, est-ce qu'il n'y a pas une obligation juridique de réplication des données maintenant au niveau des établissements? Ça fait partie des différentes mesures qui sont effectivement prescrites pour assurer la continuité des soins. Mais ça, je pense qu'Estelle vous y répondrait mieux que moi à cette question. Nous, dans le cadre du deuxième appel à financement, il y a toute une partie sur la sauvegarde avec effectivement des demandes pour que des critères pour que la sauvegarde soit effective, fonctionnelle, testée et pour puisse être mise en place en cas d'incident. Oui. Donc, oui, Jacques. Peut-être, oui, effectivement. Hein, on travaille donc à l'amélioration des stratégies de sauvegarde. Ça, c'est un point. Mais si on revient dans l'idée de la gestion de la crise, en fait, on se rend compte que la gestion de la crise est l'instant le plus bref, en fait. Hein. C'est-à-dire que le plus important, c'est tout le temps après, où on va aller à la reconstruction. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'à travers la solution que décrivait Philippe, c'est de dire qu'à un moment, en fait, on doit permettre cette continuité d'activité pour faire en sorte que les équipes techniques, le CERT et autres, puissent travailler à la reconstruction du système. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qu'apporte ce genre de solution. C'est-à-dire que la plus belle des sauvegardes, il y a des temps incompressibles. Et en fait, l'enjeu, c'est qu'avant, on pouvait se dire, voilà, est-ce que je vais être attaqué? Alors maintenant, ce n'est plus une question. Hein, on sait que c'est le quand. Mais la question d'aujourd'hui, ça serait plutôt, mais en combien de temps l'hôpital va redémarrer? Et donc, à partir de quelle mesure je suis capable de garantir aux utilisateurs, à la direction, mon temps de redémarrage. Et c'est en ça qu'une solution parallèle, dans laquelle on va aller stocker de la donnée au fil de l'eau et que l'on va utiliser en situation de crise, ça veut dire que c'est l'outil du quotidien, eh bien ça permet d'avoir cette continuité d'activité, de pouvoir reconstruire sereinement, de faire les analyses, parce que dans la reconstruction, un des blocages, c'est l'analyse des logs pour savoir pourquoi et comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et tant que vous n'avez pas fait ça, tant que vous n'avez pas les causes, et donc tant que vous n'avez pas trouvé les causes de compromission, alors vous hésitez à redémarrer. Et donc le fait d'avoir cette indépendance, c'est, je trouve, extrêmement important. Et je trouve que
c'est certainement aussi dans l'approche un changement de paradigme, même si on a toutes les bonnes stratégies de sauvegarde avec l'externalisation des bandes. Enfin voilà, tout ça c'est très très bien. Par contre, la problématique c'est le temps. Et donc il faut pouvoir aller vite et limiter l'impact. D'accord, c'est très clair. Léo, alors on a compris que la situation était loin d'être parfaite, hein, mais justement, vous, les solutions, là pour le coup, au niveau individuel, les solutions que vous préconisez au niveau de vos clients, c'est quoi? Là, on parlait beaucoup de sauvegarde quand c'est trop tard, que la crise est là et que tout est à plat, ou la majorité des systèmes sont à plat. Bien sûr, je prends souvent l'analogie de la sécurité d'une banque, ça parle un peu plus à tout le monde. Si les braqueurs sont là, ils sont partis avec le butin et tous les documents qu'il y avait dans les coffres forts, c'est toujours compliqué. On va aller essayer de les récupérer sur les marchés aux puces, voir si on trouve nos affaires. C'est les fameuses détections de fuite de données, etc. Mais c'est trop tard. Évidemment, dans une cyber parfaite, on aimerait que jamais un braqueur n'arrive à passer la porte, voire même l'entrée du parking. On sait que c'est utopique, mais quand même, il faut se rappeler qu'on peut faire des belles choses avec des moyens, je ne vais pas dire légers, ce n'est pas le cas, mais des moyens des fois assez classiques. Si on revient sur cette question de gouvernance, on a aussi des dirigeants ou des responsables de service qui acceptent qu'on les applique et qu'on fasse changer des choses. Si vous aviez une voiture il y a 100 ans, il n'y avait pas de clé. Aujourd'hui, il y a une clé sécurisée, on a sécurisé des choses. Rentrez chez vous dans votre immeuble, il y a le badge, puis la clé, puis la double clé. Déverrouillez votre téléphone. Alors maintenant, avec la biométrie, c'est pratique, ça va plus vite, mais c'est sécurisé. Si vous aviez un Nokia 3310, il n'y avait pas de mot de passe. Vous sortiez votre poche, vous décrochiez. On a accepté de rajouter certaines contraintes, et c'est normal. Les feux rouges, quand on circule, avant, il n'y en avait pas, c'était peut-être mieux, moins, j'en sais rien, mais en tout cas, on a collectivement accepté de s'appliquer ces règles et de tous les respecter. Et la grosse difficulté qu'on a, c'est, je vais prendre l'exemple de l'authentification, parce que tous les jours, il y en a qui tapent des mots de passe ici. Il existe des solutions relativement simples, technologiquement assez compatibles, où on peut supprimer une partie des mots de passe. Et quand vous déverrouillez un iPhone ou un Android, full américain pour info, vous avez la biométrie, Face ID, peu importe, vous avez fait confiance à un système cryptographique, parce que votre DPO il a compris que l'empreinte digitale elle n'était que dans le téléphone, ce n'est pas votre patron qui a votre empreinte digitale. Et on accepte ça, et ce système est bien plus sécurisé que taper un code PIN à 4 chiffres, qui en plus est long et qu'on oublie. On peut transposer via des solutions techniques. Alors ceux qui sont sur Microsoft, c'est Windows Hello for Business. Quasiment tous vos PC sont équipés d'une double caméra infrarouge pour éviter qu'avec une photo ça se déverrouille. Les smartphones, etc. Et on peut enlever ça. Sauf que pour arriver là, il faut qu'à l'achat de l'ordi, on ait payé peut-être 4 € de plus, ou tout simplement qu'on l'ait mis dans son marché. Et il y a des gens, oui mais ça c'est pas grave, on est à 2 € près. La difficulté qu'on va avoir ensuite, c'est surtout que les gens acceptent aussi cette contrainte qui parfois peut être utilisée comme un avantage, les 2 téléphones. Nombre de personnes, et je pense dans la salle, je ne vais pas vous demander qui, a un seul téléphone pro-perso. Oui, mais j'ai une double SIM. Oui, mais il y a un container virtuel qui me sépare la vie privée et la vie perso. Le code que vous tapez pour le déverrouiller, je pense que votre enfant, si vous en avez, il le connaît, votre code. Vous partez en vacances en Russie, en Algérie, en Chine ou même aux États-Unis, si on vous demande votre téléphone à la douane, vous le donnez, vous dites merci, on vous prend votre téléphone, il le déverrouille, ils partent avec dans une arrière-boutique et ils vous le ramènent. Ça arrive dans plein de pays, même la France peut potentiellement le faire. Et c'est le même téléphone pro-perso. Donc là, vous avez un risque sur ça. Et l'écran de votre téléphone, je rappelle que l'écran, c'est le même pro-perso. Et la connexion Wi-Fi chez vous, c'est la même. Donc le malware, le virus qui s'installe sur votre téléphone, qui fait des captures d'écran, pro-perso, il les fera quand même. Donc, oui, il faut que peut-être on se dise, je vais mettre 100 € par salarié, par ETP, pour leur fournir un smartphone. Mais maintenant qu'ils ont un smartphone pro, je peux m'en servir sans problème RH pour leur mettre une solution d'authentification avec un code, ils ont juste à appuyer sur une notif, si c'est eux, c'est pas eux. Ça va beaucoup plus vite. Comme c'est un téléphone pro, ils ont quasiment tout le temps de la batterie, parce qu'ils ne font pas de jeu, et ils n'utilisent pas pour faire piloter leur drone avec l'application DJI, le responsable de centrale nucléaire quelque part par ici. Lui, il ne va pas appliquer le séparation pro-perso, il a le même téléphone, c'est un ami à moi, et ça ne lui posait pas de problème. Et le week-end, il faisait voler son drone avec une application chinoise dessus. Mais ça, parce que c'était le grand chef et qu'il n'allait pas s'appliquer la règle non plus. Mais parce qu'au-dessus de lui, en réalité, la personne qui était, je ne peux pas citer, mais président du plus grand groupe ou d'un des plus grands groupes en énergie, ne s'appliquait pas non plus les règles.
Donc là aussi, si on ne montre pas ces exemples, qu'on n'accepte pas ces quelques contraintes, c'est compliqué. Mais derrière, on a parlé de sécuriser en amont, donc éviter de se faire voler ses identifiants, sécuriser son réseau, etc. Et on a 2 problèmes qui arrivent. Le premier, ça a été un petit peu évoqué, ça va avec le CRA sur les dispositifs. On fait de l'épreuve cyber sur des dispositifs médicaux. On a un niveau qui est parmi les plus mauvais en Europe. Je suis un peu le pessimiste. On fait des tests, marquage CE pour les dispositifs médicaux. En cyber, on fait du pen test d'équipement. Franchement, vous faites certifier ce que vous voulez, ils vérifient rien. Par contre, on a les fabricants français qui sont leaders dans leur domaine en robotique, etc. Ils viennent nous voir. Bon, par contre, là, je suis sur FDA aux États-Unis, c'est pas la même. On leur demande 10 fois plus de trucs. Alors, ils ont peut-être d'autres défauts, hein, mais on leur demande d'éprouver, un peu comme l'antivol de votre moto. On ne vous dit pas qu'il ne va pas être cassable, mais au moins pendant 10 minutes, ça tient. Ou qu'il n'y ait pas des portes grandes ouvertes. Et donc, à ce moment-là, si on limite en durci, on limite quand même le nombre d'intrus. Et ensuite, c'est le plus important, c'est l'analogie de la détection, comme l'alarme. Tous les bâtiments ont des alarmes aujourd'hui, parce qu'on part du principe que l'intrus rentrera. Mais si on arrive à le détecter rapidement, c'est les fameux SOC, Security Operations Center, les centres opérationnels de cyber, on doit détecter très rapidement le départ. Alors, départ d'incendie, si c'est l'incendie, ou le braqueur de banque, enfin, le voleur la nuit au Louvre, je ne parle pas du truc en 5 minutes, mais celui qui viendrait la nuit discrètement. Si on le détecte, oui, c'est trop tard. Mais là, on peut agir, et il faut agir dans les minutes qui suivent. On a des choses qui peuvent s'automatiser, on fait tomber les herses et les grilles, on éteint la lumière, on envoie de la fumée, on envoie les sprinklers d'extinction incendie, et surtout, dans plein d'établissements, que ce soit les établissements de santé, dans les théâtres, dans les centres commerciaux, vous avez l'agent de sécurité incendie ou l'agent de sécurité avec sa lampe de poche. Il ne sert pas à rien. Parce qu'en fait, s'il est là dans les premières minutes de l'attaque, qui a été détectée, il est juste là pour circonscrire l'attaque. Il va fermer les portes coup-de-feu et vous avez uniquement une partie de l'établissement. Allez, c'est la cuisine industrielle, c'est la cuisine qui brûle. Bon, c'est pénible, mais on a limité les dégâts. Et donc cette partie de détection est souvent mal comprise et très limitée à l'EDR, le fameux antivirus qu'on a sur le PC. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'antivirus sur le poste qui est le seul problème. C'est le compte utilisateur qui a fuité. C'est votre collaborateur qui utilise le même mot de passe. Quand on a fait la préparation, un radiologue visiblement connu, on se doute, vu le mot de passe, qu'il le réutilise dans d'autres endroits. Et si son système n'a pas la double authentification, ben, quand vous payez avec votre carte bleue, alors votre Visa, Mastercard si vous êtes sur les systèmes américains, je pense que sur la majorité des sites web, vous avez la double authentification pour payer avec 3DS ou 3D Secure, enfin selon les systèmes. Eh bien, il faut accepter cette petite contrainte pour limiter, mais il faut accepter que de temps en temps, il y aura de la fraude, il faut la détecter le plus vite possible. Et quand, on va dire, l'incendie n'est pas détecté à temps, ou l'intrus n'est pas détecté à temps, ou qu'il a eu le temps de faire trop de dégâts, là, on bascule en gestion de crise, et là vont se poser les questions de comment je déclenche. Et je pense que je vais rebondir sur un dernier point. On disait à quel moment la crise s'arrête. Souvent, c'est assez court, sinon c'est plus une crise. Hein. OK, on bascule sur un système de secours, on va dire une voie parallèle, mais quand on reconstruit le système principal, après avoir fait la petite enquête, le fameux forensics et les experts Miami, c'est pour savoir par où il est rentré, et est-ce que c'était une attaque, est-ce que des fois c'était un accident, est-ce que c'était une malveillance interne, ça peut parfois arriver aussi. Mais une fois que vous avez rallumé la voie principale, comment vous resynchronisez aussi dans l'autre sens ? Parce que c'est bien beau d'avoir externalisé, alors nous on fait partie avec le groupe Adista, on vous vendra du HDS et tout ce qu'il faut, mais comment à la fin vous rebasculez dans l'autre sens ? Ben, pour rebasculer dans l'autre sens, là aussi, il faut être certain que d'un point de vue utilisateur et sécurité, celle qui est perceptible par vos usagers, mais aussi celle de vos propres équipes informatiques, parce que comment vont-elles gérer les semaines ou les mois pour continuer de sauvegarder le système de sauvegarde ? Et tout ça, bien sûr, si on arrive à limiter le nombre d'incidents qui basculent en crise, et qui sont simplement des alertes où c'est un intrus qui est passé, c'est Greenpeace, il a passé on va dire le grillage de la centrale nucléaire, on va l'intercepter tout de suite, c'est géré. Si par contre il arrive au fond du réacteur, là vous lancez la crise, et alors là vous partez dans des semaines de galère. Voilà. Donc la réponse pour nous, c'est souvent retravailler aussi sur la détection la plus large possible, ce fameux XDR, Extended Detection and Response. Aujourd'hui, on peut aller détecter même un administrateur qui vient extraire des vidéos de surveillance. C'est souvent dans les mairies qu'on a le problème, les métropoles, sur les centres de surveillance urbains, et que vous avez une vidéo d'une interpellation ou de quelqu'un qui est filmé sur son balcon qui fuite sur Internet. Vous avez des gens qui vont voler vos données d'un dossier médical partagé ou extraire via une API des millions de comptes de je ne sais pas où, de l'URSSAF ou ailleurs.
Ben, cette détection-là doit être faite de manière métier et pas que de manière cyber sur un malware. Vous devez aussi pouvoir donner à votre prestataire ou vos équipes des règles métiers pour savoir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal pour pouvoir le détecter. Et accepter de le bloquer quand on a un doute. C'est le contrôle douanier. On vous arrête à la douane, on a un doute, pourtant on vous laisse passer. Mais vous avez perdu 10 minutes. Et les promesses de l'IA pour cette détection, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont géniales. Nous, on gagne énormément de temps, donc on fait baisser les coûts sur la détection, des traitements de gros volumes de données. Ça nous ouvre aussi les portes pour aller traiter de la donnée qu'on ne traitait pas avant, parce qu'en fait, ça aurait été impossible pour un humain d'analyser autant d'alertes. Alors nous, on traite des centaines et des centaines de milliers d'alertes par mois, même peut-être des millions parfois, dont plusieurs milliers à la main, quand on arrive dans les 4 à 5% qui ne sont pas automatisables. Le problème de l'IA, c'est qu'on n'est pas les seuls à l'utiliser. L'attaquant l'utilise aussi. Donc on en parlait sur les attaques sociales, ça a simplifié les choses. On peut cloner la voix en 3 secondes. On a fait une démo là, pour des grandes banques de clone live sur une visio. Il y avait une conférence à San Francisco. Le patron du fonds d'investissement avait fait croire qu'il n'était pas disponible, qu'il intervenait en visio. En fait, c'était nous en deepfake, la fameuse imitation temps réel. Et après, il est monté sur scène. Et là, les gens ont vraiment compris qu'en fait, ça faisait 5 minutes qu'il ne parlait pas avec le patron du grand fonds d'investissement. Et ça devient des attaques qui sont peu coûteuses. Et à partir du moment où une attaque est peu coûteuse, ben vous avez bien sûr les États, etc., qui savent le faire, mais ce n'est pas forcément ça vos problèmes principaux, généralement dans la santé. Mais c'est surtout les mafias, les gens organisés, les opportunistes qui vont pouvoir baisser. Et donc derrière, on a des IA aussi qui, de plus en plus, vont tenter de faire ce qu'on appelle le pen test, donc de penetration testing, de rentrer dans vos systèmes d'information comme un voleur, c'est Ocean's 11 un petit peu, et qui sont capables, nous on a développé aussi des systèmes, et il y en a d'autres qui existent, de faire 80 à 90% de ce que l'humain faisait avant. Et donc maintenant, nous les humains, on les met sur la valeur la plus ajoutée. On continue de le faire très très avancé, un peu comme quand vous passez dans Excel et vous demandez une anomalie sur de la compta, ben le logiciel il est capable de dire à Bercy, là il y a fraude. Sans même qu'un humain ait regardé le dossier et épluché les pages. Et là, l'humain va aller chercher plus loin. Donc l'IA, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. C'est très bien, mais on ne va pas régler tous les problèmes avec l'IA, et ça nous en cause à peu près autant que ce qu'on en règle. C'est mon avis. Oui, c'est un peu comme en médecine, hein. C'est la première détection, et après, vous allez beaucoup plus en profondeur. En Exactement. fait, c'est toujours le même. On travaille sur, pour compléter sur ça, l'IA nous apporte un point qu'on sous-estime des fois en cyber, c'est la sécurité de vos données que vous possédez, c'est le contenu de vos données et qu'est-ce que vous avez dans vos données. Avant, on ne pouvait pas l'analyser vraiment, sauf si on détecte un numéro de sécurité sociale, un numéro de passeport, ça c'était mathématique, c'est facile à détecter, un numéro de carte bleue. Aujourd'hui, on développe les systèmes dits vectoriels, c'est un peu comme le chien qui renifle, il ne peut pas vous dire que la drogue elle est à tel endroit, par contre il vous dit c'est par là. Et en fait, on fait passer des modèles d'IA locaux, donc ça ne part pas dans le cloud, pour dire détecte-moi des données qui n'ont rien à faire ici. Et il va nous sortir 10, 20, 30 alertes. On l'utilise beaucoup dans des cas avec la police judiciaire ou alors avec sur des saisies d'huissiers quand il y a des conflits. On pense qu'un tel a fait ça. Et malheureusement, de plus en plus dans des cas où il y a du harcèlement, parce que la cyber, ce n'est pas que les externes. Telle personne a harcelé ses subalternes très généralement. Trouve-moi des éléments parce que l'employeur a un devoir d'enquête assez fort. Et puis même, il y a des notions de collecte de preuves, déloyales, pas loyales. Et un humain se perdrait dans la boîte de foin. Et là, on peut analyser tout, y compris les images, les vidéos, les audios, pour dire, nous on pense que là, ça vaut le coup de venir analyser. Et on peut détecter, tout comme vous disiez sur l'imagerie médicale, il y a quelque chose à regarder ici. Très bien, c'est passionnant, on en parlerait pendant des heures et des heures. Vous avez sans doute des questions à poser. Nous avons aussi des personnes qui sont à distance. Donc, je ne sais pas qui se lance en premier sur la première question, qui est toujours la plus compliquée. Non, ça ne vous inquiète pas, tout ça? Tout va bien? Oui? Allez-y. Pour les gens à distance. Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'innovation et la sécurité. Aujourd'hui, au sein de ma structure, on a plein d'idées innovantes, mais malheureusement, ces innovations doivent stocker de la donnée de santé. Et à chaque fois, la gouvernance a peur qu'on lance ces innovations parce qu'à chaque fois, on est freiné par et la RGPD, qu'est-ce qu'elle va dire si on est contrôlé? Est-ce que vous êtes sûr que c'est sécuritaire, etc. Et donc, en fait, à chaque fois, on est freiné
par les politiques de gouvernance ou des choix de la direction qui ont peur. Ils ne sont pas sur le terrain. On nous demande d'innover d'un côté, mais on nous bloque de l'autre. Quels sont réellement les risques? Voilà, quels sont réellement les risques? Parce qu'en ce moment, l'innovation, on nous demande d'innover, mais en même temps, on est hyper freiné administrativement avec cette RGPD qui fait peur à tout le monde. Du moins, moi, dans ma structure, la RGPD fait peur à tout le monde. Vous voulez nous en dire un peu plus? Vous êtes dans un établissement ou... Oui, l'Institut du muscle. L'Institut du muscle, très bien. Bon, je pense que c'est pour moi. Tu vas montrer des gros RGPD, bras. oui, c'est généralement... Non, je dirais que en fait, le RGPD, il ne fait peur, il ne doit pas faire peur parce qu'on a le droit de tout faire dès lors qu'on justifie. Et que donc, on justifie la pertinence des données qu'on collecte, de la finalité, des mesures de sécurité associées, des conditions d'information des personnes, etc. Il n'y a rien qu'on n'ait pas le droit de faire, mais il faut effectivement se mettre dans un cadre. Quand il y a un cadre existant, c'est simple, on le suit. Je pense à des méthodologies de référence. Par exemple, si vous voulez justement utiliser des données pseudonymisées du soin pour développer une IA, par exemple, c'est possible. Évidemment, c'est possible de faire même des énormes entrepôts. En France, ça, c'est cadré. Et puis, quand il n'y a pas une méthodologie de référence ou un référentiel, comme pour les exemples que je viens de citer, il est tout à fait possible d'aller chercher une autorisation. Et c'est vrai que là, j'ai eu le cas où il y a eu, pour un de mes clients, une innovation qui a été autorisée hier. Tout le monde disait ça ne sert à rien d'y aller, la CNIL n'entend pas raison. Mais en fait, si. Il suffit d'arriver avec un projet qui a une vraie valeur ajoutée, donc une finalité d'intérêt public. Et dès lors qu'on justifie que pour les soins, pour les patients, pour la recherche, pour les outils de prise en charge, ça va être utile, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. En revanche, il faut mettre en place juste un cadre qui reste proportionné, c'est-à-dire qu'on aura plus de bénéfices que de risques, qu'on ait mesuré et documenté ça. Mais c'est loin d'être insurmontable et je n'ai jamais vu un projet qui ne passe pas, sauf si, une fois de plus, on n'a pas suffisamment délimité ce qu'on cherchait à mettre en œuvre. Surtout qu'on n'a rien de figé, on n'a rien de figé, en fait. Une fois de plus, on a des nouvelles mesures de sécurité tout le temps, on a des nouvelles technologies tout le temps. Et donc, l'idée, c'est de démontrer qu'elles sont appropriées. Mais il ne faut pas avoir peur. Par contre, c'est vrai que ça demande forcément une certaine gymnastique. Savoir quel référentiel ça fait, quelle méthodologie s'applique, quel référentiel s'applique ou s'applique pas, quelle qualification RGPD retenir et tout. Mais c'est pas, en général, c'est quelque chose qui ne doit surtout pas vous bloquer, en fait. Pour compléter, d'un point de vue cyber, et là je vais faire un peu l'avocat du diable, mais et tant mieux si la GRC titille un peu ceux qui amènent des innovations. Nous, l'ennemi de notre client, en général, établissement public, privé, peu importe, 9 fois sur 10 quand on rentre, alors des fois c'est un truc qui n'est pas à jour, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est un patchwork de technologies, de petites solutions, qui pour certaines sont encore utilisées, et pour d'autres n'ont jamais été décommissionnées. Ça donne une surcharge énorme, une surface d'attaque, ce que nous on appelle dans notre jargon plus large, et surtout un problème de maintien dans le temps, et après, un problème de déséquilibre parce que l'innovation a été validée par un chirurgien, un professeur, quelqu'un qui était avec la télé à ce moment-là. Il a dit qu'il fallait absolument qu'on achète telle machine, tel automate. La cyber, on va dire, ou l'IT n'a peut-être pas été mis dans la boucle avant, ce qui fait qu'avant de signer et de contractualiser, là où on avait encore un peu de levier avec l'éditeur pour lui dire « Mais attendez, comment vous allez gérer l'authentification ? Comment vous allez gérer la réversibilité ? Et est-ce que je vais pouvoir virtualiser tout ça ou je vais être obligé de me taper votre Windows 7 pendant 25 ans ? Parce que si vous n'êtes pas sur Windows 7 et qu'il y a un antivirus ou qu'il n'y a pas d'antivirus, vous ne supportez pas votre automate. » Vécu chez des clients avec du Windows 2000, on voit des trucs effarants où dans le contrat, l'éditeur écrit, et là le juridique peut aussi beaucoup aider, interdiction d'installer un antivirus, interdiction de faire les mises à jour, etc. etc. Et là-dessus, des fois, la balance du pour et du contre, moi je ne suis pas là pour en juger, ça c'est l'établissement et le client qui décide, mais on leur dit, attention, vous faites rentrer le loup dans la bergerie, parce que ce loup-là, en plus, clairement, il vient d'un éditeur qui a un passif qui ne met rien à jour, qui vous embête, et qui en plus, quand vous lui faites remonter des problèmes, on a failli avoir des procès à cause de ça, des plus gros éditeurs médicaux français, on leur a remonté des grosses failles.
On nous a dit on va vous faire un procès. On l'a trouvé en faisant des tests dans un établissement. Oui, mais vous n'avez pas le droit de tester nos solutions. Je dis, ben là, c'est le client, c'était chez lui. Bilan, il a fait la une des médias avec des millions de données volées partout. Et heureusement, notre client nous a un peu couvert en mode non, mais attendez, si vous avez un problème avec le Prestat, passez par moi parce que moi, je suis quand même client à la base et votre truc, il était censé être sécurisé. Et on commence à avoir des billes via les réglementations et les directives qui sont souvent pénibles. Mais là, ça vous permet de dire à votre éditeur, c'est pas le RGPD que vous lui opposez, c'est CRA, enfin c'est le CRA, c'est NIS 2, EUCS. Vous devez me proposer quelque chose qui sera pérenne dans le temps en cyber. Et l'ennemi du SI, du système d'information, c'est le vieillissement de la solution. Parce que pendant 6 mois, 1 an, même les pirates n'ont pas trouvé de faille en général, sauf si c'est béant. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera, mais on lance ce qu'on appelle les scanners de vulnérabilité sur des réseaux. On a même des fois, on ne sait même pas générer le rapport parce que ça nous dit qu'il y a 7000 pages de PDF à générer. Parce que j'ai 25, 30 000 failles qui n'ont jamais été patchées. Donc si le pirate arrive à passer le premier grillage autour, c'est fini. Il a juste à se baisser, c'est même pas il ramasse les fruits près de l'arbre, il les ramasse par terre. Donc là, si vous intervenez avant la signature, on l'a fait corriger chez certains éditeurs, vous leur faites le 80-20, demandez-leur de corriger et pas simplement dans le contrat qui sont censés le faire. Mettez une pénalité financière, mettez un moyen de vous désengager fort qui vous permet d'arrêter tout ça s'ils ne veulent pas corriger. Parce que s'ils ne veulent pas ou qu'ils font faillite, c'est fini. C'est intéressant. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'hôpital, ce n'est pas l'industrie. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand on parle de gouvernance et de décision et d'autorité de décision, on travaille aussi un peu dans l'industrie, quand le chef a décidé, tout le monde s'aligne, tout le monde s'applique. Le problème de l'hôpital aujourd'hui, c'est une gouvernance qui est assez partagée entre les directeurs, entre les médecins, entre d'autres corporations. Et le pilotage d'une décision est extrêmement complexe. Les exemples que tu donnes sont vrais. Effectivement, le prof, il a un copain qu'il a rencontré il y a très longtemps, ou le fils d'eux, il a un outil, alors on va le mettre en place, c'est génial, etc. etc. La DSI subit le sujet quand elle est informée. Quand elle essaie d'expliquer effectivement que ce n'est pas possible ou qu'il y a des règles qu'il faut les tenir, eh bien malheureusement, souvent les directions lâchent les choses. Et puis ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le fait de dire je vais remettre 2 € sur le poste, mais 2 € multipliés par 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 agents, c'est encore une dépense supplémentaire. Et c'est vrai que beaucoup d'établissements se disent globalement, on va faire autrement et puis on peut penser qu'on passera peut-être à travers et on verra sur le budget l'année prochaine. C'est qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a pas de sacralisation des budgets par rapport à ça. Ça, c'est un élément très important, je pense. Puis après, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, le numérique en santé, il est dans sa construction assez ancienne. Et là, aujourd'hui, on est confronté à 2 mondes. C'est-à-dire, d'un côté, on a des outils qui sont très en place dans les structures hospitalières et qui sont quand même de conception assez ancienne. Et puis, de l'autre côté, on a des startups qui arrivent avec des choses qui sont complètement up-to-date. Et puis, alors, comment on fait dialoguer tout ce truc ? C'est super compliqué. Et puis, globalement, on a beaucoup de mal à le faire. Donc, il y a un équilibre aussi à retrouver par rapport à ça, je pense. C'est que, il faut aussi se reposer les bonnes questions. C'est un peu comme on parle beaucoup de la banque et des bâtiments. Reposons-nous la question. Quand un bâtiment est un petit peu âgé, on fait des travaux pour lui assurer une pérennité. Et je pense que dans le numérique, on devrait faire un petit peu pareil. C'est reprendre effectivement les choses à la base et reconstruire les choses telles qu'on doit, entre guillemets, attendre. Il ne faut pas oublier quand même, moi, je me faisais un peu la réflexion en vous écoutant aussi, mais on est en 2026 quand même. Moi, la première connexion Internet que j'ai faite en 1992 à Lumini. C'était incroyable, on était sur un serveur à San Francisco de Lumini. Aujourd'hui, là, on peut tous aller en Asie, en Afrique, aux États-Unis, etc. Mais quand on regarde effectivement le constat qu'on peut avoir aujourd'hui sur le numérique en santé en France, c'est quand même très compliqué. On est loin de ce qu'on peut faire avec des outils qu'on utilise au quotidien. Et c'est ça aussi, je pense, que les utilisateurs reprochent un petit peu au système, c'est que quand on veut commander un truc sur Amazon ou ailleurs, on peut le faire à n'importe quel jour de la nuit, ça marche, etc. On reçoit le mail, c'est parti, la livraison arrive 2 jours après. Quand on demande un truc à l'hôpital, dans les outils, c'est souvent très compliqué parce qu'effectivement, il faut peut-être rationaliser les choses, peut-être être moins ambitieux sur le système d'information et moins en avoir partout avec plein d'outils de spécialité qui vont peut-être apporter une toute petite couche de valeur ajoutée au système, peut-être se reconcentrer sur l'essentiel du cœur, et puis après on fera grossir effectivement les choses. C'est aussi une vraie problématique de pilotage et de gestion, et donc de culture et de formation à la base aussi. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas une question, mais je crois que le problème principal, c'est que la part du budget pour le numérique dans le budget de l'établissement n'a pas évolué depuis, ou
progresse un petit peu, mais est bien loin de la part qu'elle représente dans les budgets des établissements aux États-Unis, par exemple. Alors qu'en même temps, l'importance du numérique a beaucoup augmenté dans l'établissement. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand le numérique servait juste à faire la facturation, si on faisait la facturation 3 mois après, en budget global, ça ne perturbait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, quand on a tout le système d'information que vous décrivez, et que ce système d'information tombe pour une crise ou pour plusieurs mois, parce que vous parlez de crise de quelques heures, mais il y a encore des établissements qui sont toujours en vrac quelques mois après leur attaque et qui ne sont toujours pas remis complètement. Donc la prise de conscience fait que d'un seul coup, les budgets arrivent, et on a eu des retours dans plusieurs événements de ce style où le directeur de l'établissement, accompagné de son DSI, son RSSI, dit que d'un seul coup, il a compris de l'importance de l'informatique, entre guillemets, dans l'établissement et que c'est devenu vital et qu'il avait bien compris que maintenant c'était vital, mais tout le monde ne l'a pas bien compris. Mais surtout, dans le pourcentage que ça représente doit obligatoirement augmenter. Et en plus, tous les programmes nationaux qui sont empilés depuis 2014, on parle de HN et le reste, ont porté presque 2 milliards, hein, je crois, plus ou moins, quand on les prend tous, globalement. Et je ne suis pas sûr. Donc d'abord, il faut voir le verre à moitié plein et pas le à moitié vide. Il y a eu une grande évolution dans la prise de conscience de la maîtrise des systèmes d'information des établissements. Ça, c'est sûr. Quand je rencontre des DSI aujourd'hui et que je vois qu'ils pilotent quand même la totalité de leur système d'information sur leur ordi, c'est quand même mieux que quand on parlait à l'époque, on va mettre en place un PRA ou une PSSI, on regarde avec les grands yeux, on dit mais non, mais c'est pas pour nous, jamais on fera ça. Donc ça a évolué. Mais il y a une partie de ces milliards qui ne sont pas tombés dans l'informatique, quoi, in fine. Parce que c'est le grand problème des DSI qui disent ok, on a pris 800 millions sur le GHT, voire plusieurs millions sur un GHT. Mais moi, je n'ai pas toujours vu les 2 ou 3 millions du GHT investis dans le système d'information. Donc, où est passé cet argent, quoi? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Hein. En fait, il y a 3 thèmes. Hein. Il y a déjà les grands programmes nationaux. Il y a eu la prise de conscience plutôt post-Covid. Plutôt post-Covid, avec si on se rapproche du type Ségur du numérique. Hein, donc là, où il y a eu, je crois que c'était 10 milliards qui étaient annoncés, c'est ça? Je ne connais pas bien les chiffres. D'accord. Et puis, il y a le pourcentage, effectivement, de l'informatique dans un établissement. Et même si ce que vous nous dites, c'est même si on donne de l'argent pour le département du numérique, il n'est pas dépensé pour ça. Alors, on va essayer de voir si, effectivement, déjà, Jacques, c'est quoi votre tour? C'est quoi votre pourcentage de budget par rapport à vos collègues comité de direction? Déjà plus de. Parce que vous êtes le plus pauvre. De façon générale, c'est de dire effectivement, je crois qu'on paye un certain nombre d'années où l'État, peut-être par, je veux dire gentillesse, crédibilité, a donné sans résultat. C'est-à-dire, on faisait confiance en disant, mais si je leur donne, ils vont faire. Voilà, bon, certainement, voilà, donc un peu de naïveté. Le résultat des premiers plans, c'est que le ratio investissement-résultat a été proche de pas grand-chose, en fait. Aujourd'hui, je pense que la politique que conduit le gouvernement est une politique saine, c'est-à-dire c'est du management. C'est du management par objectif, du management au résultat, en disant « montrez-moi que vous savez faire, les petits gars, et puis une fois que vous aurez fait, alors je vais vous payer par rapport à l'engagement que vous avez pris et le contrat qu'on a passé ensemble. » La juste petite pondération, c'est de dire que la situation financière des établissements aujourd'hui fait qu'il faut pouvoir payer l'amorce. Et on n'est pas toujours en capacité de payer l'amorce. Mais ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire c'est la manière dont ça touche à la performance intrinsèque des établissements, la valorisation de l'activité, peut-être avec des différences entre le public et le privé. Mais je dirais, sur le fond, moi, je ne changerai pas cette politique parce qu'elle me paraît saine. Et je crois que, voilà, après, au-delà des budgets, alors, je pense que les DSI, comme les directeurs, sont des gens créatifs. Et donc, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Donc, on va parfois aller chercher toute forme d'aide, subvention et autres pour arriver à financer
les projets et les solutions. Et enfin, je pense comment on mesure une activité stratégique? Une entreprise qui est dans le pur IT, le bilan, enfin l'investissement sur l'IT, c'est 30, 40, 50%. Si l'IT était un domaine extrêmement stratégique, il ne serait pas à 1, à 2 ou à 3. Alors, je ne parle même pas du médico-social, hein, c'est de l'ordre de 1% et des brouettes. Les établissements, c'est, voilà, on va dire entre 2 et 3. Et si on compare avec des pays au niveau européen, ceux qui ont fait des bonds extrêmement importants, ils ont investi dans l'IT 2 fois, 3 fois les montants que nous, on a mis. Peut-être aussi avec une déperdition moins grande. Ce que l'on paye aussi aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais au départ, c'est tout l'argent qui a été dépensé sans résultat. Ce qui est intéressant, juste pour le pourcentage, pour finir sur cette question, c'est qu'il y a quand même une grande hétérogénéité entre les acteurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour la biologie, et chez la biologie, ça a toujours été à peu près 5% pour satisfaire aux critères, notamment d'accréditation et de la norme 1589. Et donc, en fait, on voit qu'il y a des acteurs qui, effectivement, sont assez contraints et qui, du coup, sont assez sécurisés, ce qui empêche, bien sûr, jamais les... Enfin, malheureusement, il n'y a aucun système qui soit inviolable. Mais, effectivement, il y a une culture sectorielle, sous-sectorielle assez importante. Et il y a un sujet aussi, c'est l'évolution des fois. On a le budget IT, on va dire quelques pourcents, quelques points, des fois 5, 10, selon les industries. Après, ça dépend si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires aussi. Ça dépend un peu de ce que vous faites. Si on prend les mandataires automobiles, ils font 4 milliards de chiffre d'affaires. Bon, c'est plus de la négoce qu'autre chose. C'est dans ce budget IT, quelle part est à la cyber? Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'est-ce qui est de la cyber? Avant, vous faisiez des sauvegardes, c'était de la production. Aujourd'hui, tous les éditeurs que vous connaissez, je ne vais pas citer de nom, leur solution de sauvegarde, c'est des solutions de cyber. C'est de la cyber-résilience, c'est des anti-ransomware, les données sont immuables, etc. Les solutions d'identité. Avant, vous aviez, peu importe ce que vous utilisiez, votre Active Directory, Ctrl-L-Sup pour débrouiller la machine, c'était Windows Server, c'était de la prod. Aujourd'hui, si vous êtes sur peu importe quelle solution, c'est de l'identity management, IDP, IAM, etc. Entra-ID, Microsoft, Okta, qui vous voulez. C'est une solution d'identité, c'est de la cyber. Et donc, on a aussi un problème ou un avantage de vases communicants, mais on a aussi, et c'est l'intérêt du numérique, on vient avec le numérique régler des problèmes qui avant n'étaient pas réglés, ou des problèmes peut-être qui n'existaient pas avant, mais on vient quand même les régler. Et là, on le voit, et je prends l'exemple avec Michael, on avait bossé sur un client industriel qui avait des gros soucis sur l'usurpation d'identité, de marque, où il y avait des fraudes en fait parmi ses clients. Pareil sur les hôpitaux. Hein. Alors il y en a qui gagnent de l'argent avec les parkings. Maintenant, je crois qu'on ne peut plus, mais il y a même des choses qu'il faut sécuriser, qu'il ne fallait pas sécuriser avant, mais qui ne rapportaient pas d'argent peut-être avant. Maintenant, qui rapportent. Mais derrière, ce client, on dit à la cyber et à l'IT, vous devez gérer les problèmes des sites qui clonent nos pages de paiement ou nos pages de remboursement, etc. Au final, le budget, le DSI, un peu d'inventivité, ce que tu disais, on l'a un petit peu aidé sur le discours, il est allé voir le service juridique qui a pris 50% de son budget sur la solution qui vient enlever et détecter les noms de domaine malveillants. Et les fameux takedown, on va demander à celui qui héberge de couper le nom de domaine. La moitié du budget est sortie en fait du juridique. Donc on a fait faire un transfert aussi, ou en tout cas une coparticipation, parce que le numérique vient aussi régler aujourd'hui les problèmes de contrôle d'accès. Là où avant c'était le bâtiment qui payait, là aujourd'hui c'est le numérique qui paye à leur place. La détection dans plein de cas où les annonces vocales, PAC, les public announcements, tous les systèmes de micro, d'enceinte, avant c'était tel service, maintenant c'est l'informatique qui doit gérer. Donc là aussi des fois, c'est d'accepter d'aller secouer un peu le cocotier pour dire attendez, ça me retombe dessus, et ce budget, il faut que vous me le transfériez de manière intelligente avec d'autres services. Et on a le cas concret de la mobilité, des smartphones et des... Avant, vous filiez, j'en sais rien, un pager peut-être même, comme dans Urgence, c'était pas du tout de la cyber. Aujourd'hui, vous donnez un smartphone, limite le budget qu'il y a dessus, c'est plus de la cyber ou de l'IT que de la communication. Donc là aussi, pouvoir transférer ces budgets, ça devient critique. Et Estelle, il y a eu une augmentation, une prise de conscience qui s'est manifestée par un investissement particulier de l'État, justement, vis-à-vis de l'informatique, hein, parce qu'on a vu les établissements de santé, mais il y a eu ce fameux Ségur du numérique où il y avait pas mal d'argent débloqué, non ? Il y a eu beaucoup d'investissements. Parce qu'il faut le défendre un peu, cet État français, il a fait des efforts un peu.
Il y a beaucoup d'appui pour les établissements et actuellement, les financements disponibles pour les établissements, il y a les appels à financement CARE. Pour le premier, on était à 65 millions d'euros pour les établissements et effectivement sur atteinte d'objectifs. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne comme ça. Les établissements ont dû atteindre des objectifs. Ils ont travaillé tous ensemble pour atteindre ces objectifs. Un des objectifs était notamment la déclaration de leur budget pour qu'on arrive à connaître ce budget numérique dans les établissements et qu'on puisse derrière avoir cette conscience de combien représente ce budget dans les établissements et comment il pourrait évoluer. Le deuxième appel à financement, c'est 40 millions d'euros. Il y a Open 2 qui arrive pour aussi appuyer HospiConnect avec la partie Open 2 et la partie CARE sur l'identification électronique pour améliorer l'authentification, pour la simplifier dans les établissements. Donc oui, il y a des investissements étatiques auprès des établissements, mais toujours aujourd'hui sur l'atteinte d'objectifs pour arriver à travailler tous ensemble. Juste peut-être... au-delà des aides, je reviens sur l'idée de la sensibilisation et de la gouvernance. Si on fait un parallèle avec la défense et on regarde le budget investi par les Polonais, la Lettonie, l'Estonie, la pression des Russes fait que naturellement, ils la sentent bien, donc ils mettent un budget important sur les éléments de défense. Et plus on s'éloigne et qu'on arrive vers le sud, ouest-sud, en fait, on voit que l'investissement consacré à la défense est faible, parce que les gens ne mesurent pas la pression. Et donc, c'est un indicateur, en fait, de prise en compte des risques. Et voilà, je pense qu'il faut avoir ces métriques. Et je voudrais revenir juste sur un élément rapide. Quand on a évoqué nos systèmes d'information et peut-être aussi la complexité des systèmes d'information. On a des démarches d'urbanisation qui sont des démarches construites pour définir des règles de construction, d'ajout d'une brique, et ainsi de suite. Or là aussi, on pourrait mettre des métriques, parce que quand on discute avec les collègues, les uns et les autres sont très fiers en disant « moi j'ai 80 applications, en fait on n'a que 80, moi j'en ai 100 ». Et en fait, c'est la course à celui qui va afficher 200 ou 300 applications. Et je pense qu'il faut être à l'inverse et revenir en fait sur des constructions des systèmes d'information. Et je crois qu'on devrait plutôt s'enorgueillir d'avoir un système d'information qui fait 30-40 applis. Parfois, ce n'est pas forcément faisable pour tout le monde. Voilà, je pense qu'il y a des différences aussi entre des CHU et des autres établissements. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'il y aurait une métrique extrêmement intéressante à travers cet indicateur. Comme quand on faisait la construction, dans les hôpitaux, on mesurait la surface totale versus la place prise par les couloirs. Et on s'est aperçu que les couloirs prenaient souvent un peu trop de place. Il y a des indicateurs pour mieux construire. Et bien là, je pense qu'on pourrait avoir des indicateurs aussi pour pouvoir mieux construire son système d'information. On va prendre une dernière question. La première est difficile, la dernière aussi, manifestement. On voulait juste donc du coup profiter des 5 dernières minutes pour peut-être aborder un thème, la souveraineté. Tu veux oui, l'aborder rapidement rapidement, c'est vrai que là on a parlé de budget, de dotation, de subventions qui partent en partie dans des solutions logicielles, matérielles qui sont bien souvent pas européennes. Et ce serait intéressant d'avoir vos avis les uns et les autres sur cette question de dépendance finalement à des solutions, et notamment en matière de cybersécurité, avec le contexte géopolitique, ce contexte international très tendu. Comment on doit appréhender des solutions de sécurité qui sont de plus en plus à la demande ou connectées ou en mode service et qui finalement pourrait être interrompu du jour au lendemain. Léo, peut-être Souvent, quand on arrive sur ce sujet, j'essaye de comparer, j'aime bien les analogies, la cyber avec la pharmacie, enfin avec l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous cherchez le médicament qui vous soigne. Peu importe d'où vient la molécule. Après, il y a les problèmes d'approvisionnement, est-ce qu'on fait le Doliprane, enfin le paracétamol en France ou pas. Mais en tout cas, on ne regarde pas trop le laboratoire qui est derrière. Alors, on n'a pas forcément envie, moi le premier, d'aller donner des sous aux Américains, j'en sais rien, aux Chinois ou aux Russes. Je préfère ceux qui payent leurs impôts ici, parce que moi aussi, j'ai les enfants et j'ai envie de collecter ou de payer moins, ou peu importe.
Mais en cyber, et je dis bien en cyber, je ne dis pas en IT. En IT, on a globalement plus de possibilités avec des solutions européennes, voire françaises. En cyber, on est un tout petit maillon de l'écosystème. C'est utopique d'imaginer qu'on aura des très bonnes solutions, voire les meilleures, si on veut vraiment être bien protégé. Tout comme si on veut le bon traitement en ce moment contre tel type de cancer ou tel truc, de dire « Ah ben non, je ne propose pas ça parce que ce n'est pas un laboratoire européen. » Et se pose plutôt la question que de la souveraineté, de la résilience. C'est un peu de se dire « Ok, s'il y a vraiment conflit ou problème, est-ce que je suis vraiment impacté, dans quelle mesure ?» Donc on a la notion, on va dire vraiment de est-ce que les data centers sont ici, si jamais ça coupe, si on a des problèmes de câbles sous-marins, etc. Après, il y a la question de Starlink sur les satellites, c'est un américain, c'est pas l'américain. Il faut très bien connaître le concurrent de Starlink, pas vraiment européen, qui s'appelle OneWeb. Ça ne marche pas très bien. C'est très bien, on aimerait que ça marche mieux avec Eutelsat, ça marche moins bien. Donc aujourd'hui, entre un PRA avec une connexion satellite en Lozère qui fonctionne et qui fait économiser des liens SDSL qu'on vend cher, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop le choix quand c'est un vieux lien 2 mégas à un prix fou, et que pour 10 fois moins cher, vous avez une solution américaine qui marche mieux, qui est plus fiable, vous posez des questions. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, si je mets une solution qui est ce que nous on appelle best of breed, c'est un peu la meilleure solution, celle qui devrait m'aider à vraiment réduire mon risque, c'est-à-dire détecter le virus, détecter au niveau de mon pare-feu la bonne solution, c'est très dur de ne faire que du français ou de l'européen. Et je donne un exemple simple. Airbus, que vous connaissez peut-être, un gros faiseur, ils sont propriétaires d'une marque de pare-feu qui s'appelle Storm Shield, qui est française. Airbus, c'est le plus gros client de Palo Alto en France. Parce que voilà, l'État français, je ne peux pas citer les noms parce que même nous on leur en vend, a des solutions cloud de plein de pays différents, majoritairement parmi nos alliés. Alors en ce moment c'est peut-être plus compliqué, mais les alliés quand même d'un point de vue stratégique, vous les avez tous dans votre poche. Je pense que vous êtes les premiers à vous dire oui, si on peut faire moins américain, alors déjà on fait moins chinois, on fait moins russe. Israélien, c'est entre deux, c'est limite plus, j'ai envie de dire, politique que économique. Mais américain aujourd'hui, vous avez, je pense, quasiment tous des iPhones ou des Android dans votre poche. Et quand on nous dit c'est l'espionnage de la NSA, oui, la NSA sans doute peut tous nous espionner là tout de suite. Mais si elle avait envie de nous espionner, elle ne ferait pas juste appel au Cloud Act ou au Patriot Act pour accéder à des données sur le cloud, si c'est vraiment ça qu'ils veulent, pour voler des plans d'un avion ou d'une molécule. Ça, on ne le mettra pas sur le cloud, on le chiffrera avant de l'envoyer, parce qu'ils ont déjà tous vos iPhones et vos Android. Et si vous mettez à jour votre téléphone tous les matins, votre Windows, même la majorité de vos Linux ou de vos Mac, personne ou presque ne vérifie le code de la mise à jour s'il ne contient pas un logiciel espion américain. Ça arrive. Les Français ont fait pareil, tout le monde fait à peu près pareil. Simplement, aujourd'hui, on a surtout ça. Aujourd'hui, moi, ce qui me révolte un peu plus, c'est de voir que parmi les plus grands hôpitaux français, on a du Huawei partout, pour certains, parce que c'est moins cher et parce qu'en fait, on a plutôt un déséquilibre économique et qu'on vient générer une dépendance. Alors après, c'est la résilience technologique à un acteur américain doit être mesurée. Le fameux bénéfice-risque. Et derrière, se dire, OK, si je prends tel antivirus français, qu'on revend d'ailleurs, nous, sur des marchés, qui est très bien, bah, dans les tests, techniquement, il détecte moins que l'antivirus américain. Ou l'antivirus même russe, qui était génial, mais qui peut acheter du russe. Bah, aujourd'hui, mon bénéfice-risque, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais acheter un appareil de chez GE ou Siemens, sachant que l'appareil français, peut-être, il détecte 4 fois moins bien sur la radiologie? Personne n'a envie de ça. Donc aujourd'hui, cette dépendance, elle commence à être un petit peu plus prise en compte économiquement sur la localisation des data centers, même des Microsoft qui vous disent les employés du support sont de l'Union européenne. On ne peut pas tout isoler. Il y a des joint ventures qui sont faites pour les solutions de cyber. Mais après, en cyber, c'est utopique d'imaginer ne travailler qu'avec des Français ou des Européens pour être bien sécurisé aujourd'hui avec les nouvelles menaces. Et c'est utopique de penser aussi que vous n'aurez pas de cloud sur de la cyber. Parce que d'ailleurs, si votre système est attaqué et que vous avez toute votre cyber en local, votre cyber, elle ne voit plus rien. Parce que le premier truc qui va tomber, c'est votre cyber. Donc il faut que certains systèmes de détection, dans votre stratégie, soient pensés pour être externalisés. Dans un cloud français, américain, belge, peu importe, mais c'est très très difficile pour nous aujourd'hui de bien travailler en cyber. Je pense que c'est comme en médecine, si on se dit on ne travaille plus avec un fabricant américain. On va terminer là-dessus. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à cet atelier. Merci aux personnes à distance aussi. Nous avions des personnes connectées à distance. Et puis, je vous laisse discuter si vous voulez avoir plus de renseignements. Au revoir.